Alors bonjour à tous. Donc nous allons voir aujourd'hui quelques commandes Linux qui sont très importantes à connaître et qui peuvent vous permettre justement de vous débrouiller avec un terminal. Donc tout d'abord nous allons voir les flags. Donc les flags ce sont des options qui sont spécifiques à certaines commandes. Donc selon le type de commande, pour avoir accès à la liste des flags disponibles, il faut taper le nom de la commande suivi du flag hash. Donc le flag hash pour help. Donc par exemple, si je veux avoir la liste des flags disponibles pour la commande sudo, que nous verrons plus bas par ailleurs, je n'ai qu'à taper sudo-h et donc je peux avoir accès à la liste de tous les flags disponibles avec leur description. Donc vous avez la liste des flags, vous avez leur nom en entier et la description pour chacun de ces flags. Voilà. Donc vous avez aussi la commande claire que je n'ai évidemment pas mise dans cette fiche que je vais laisser en description, mais la commande claire sert juste à effacer le terminal. C'est aussi bien à savoir si vraiment vous voulez clarifier un peu votre terminal, ça peut être très utile. Voilà, donc comme je disais, cette fiche sera en description. Je vous en mettrai une autre aussi avec un récapitulatif de toutes ces commandes qu'on a vues, bon, qui sera beaucoup moins long que ce chez-là. Donc si vous voulez avoir tous les détails, je vous conseille de vous tourner vers cette fiche-là. Et si vous voulez vraiment, vous n'avez pas vraiment besoin des détails, juste de la description du fonctionnement de chaque commande, bah, référez-vous à l'autre fichier. Voilà. Donc, nous effaçons notre terminal. Et donc, pour commencer, il faut savoir que toutes les commandes disponibles pour Linux se trouvent dans les dossiers bin. Donc, vous avez les commandes système, donc les commandes système en général qui seront dans le dossier euh, bin ou dans le dossier sbin. Donc, bin pour les utilisateurs. Un utilisateur lambda, par exemple, peut exécuter ces commandes. Et sbin pour un utilisateur qui sera plutôt administrateur. Donc, là, en l'occurrence, les commandes de sbin doivent être exécutées avec un sudo et les commandes de bin peuvent être exécutées telles quelles. Donc, par exemple, si je vais dans bin et que j'exécute une de ces commandes-là, donc à tout hasard, on va exécuter for pain. Ok, je me suis trompé. Voilà, donc là, je ne suis pas en mode super utilisateur et pourtant ça marche. Parce que celle-ci, je peux l'exécuter telle quelle. Mais si je voulais exécuter une fonction de sbin en mode juste utilisateur sans sudo, ça ne marcherait pas. Si je faisais AA status tout seul, ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas en mode super utilisateur. Voilà. Donc c'est aussi bon à savoir et tout. Donc toutes les commandes qui seront dans bin et sbin seront des commandes système et toutes les commandes qui seront dans user bin et dans user sbin, donc qui est ici, ce seront des commandes pour des applications en particulier. Donc ça, bon, on retrouve aussi cette même commande là parce que ForPain c'est une application justement ou un logiciel. Enfin voilà. Donc toutes ces commandes là, ce sont des commandes justement qui sont spécifiques à des applications. Voilà. Et qui fonctionnent aussi sur le même mot, donc bin pour tous les utilisateurs et sbin pour l'administrateur. Voilà. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons commencer à voir la première commande. Donc c'est une commande qui est très classique sous Linux. Donc c'est la commande ls qui permet de lister le contenu d'un dossier. Donc là nous sommes dans le dossier qui se nomme dossier. Donc c'est celui-ci. Vous voyez ici sur l'interface graphique que nous avons deux dossiers et un fichier texte. Et donc si nous appliquons la fonction ls dans le dossier courant, celui-ci, et bah, ça nous liste donc dossier, dossier 2 et texte.txt. Donc vous voyez bien que tous les dossiers sont colorés en bleu ici et les fichiers seront en blanc. Voilà. Si je de maintenant depuis ce répertoire courant lister le contenu de dossier 1, sachant que je n'y suis pas là, je suis dans le dossier là, et que si je veux lister le contenu de ce dossier là par exemple, je n'ai qu'à faire ls et je donne le chemin d'accès absolu. Donc je donne le chemin d'accès absolu. En l'occurrence ici, bah, ça sera dossier. Ou je peux même faire dossier, comme ça. Voilà. Et donc nous avons un dossier compressé en .zip, donc qui est en rouge parce que c'est un dossier compressé, un fichier texte, un fichier vide et un sous-dossier, donc sous-dossier, celui-ci,
il est surligné en vert parce que justement, une spécificité, c'est que celui-là, du coup, on n'a pas les droits d'accès. Celui-là, voilà. Donc les couleurs sont bien définies ici et tout. Et donc je vais vous expliquer juste après, tout de suite, comment justement faire une sortie en couleur. Mais de base, c'est déjà mis en place dans le terminal de Chrome OS, mais sur n'importe quel autre terminal, je peux vous expliquer comment mettre en couleur. Donc, nous en arrivons maintenant à la commande alias. Donc, alias qui permet de créer des alias, justement, comme son nom l'indique. Ce qui signifie donc que vous pouvez remplacer une commande par un mot. Vous pouvez choisir un mot et lui affecter une commande. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc là, déjà, si je tape juste alias, ça me permet d'afficher les alias qui sont déjà disponibles. Et justement, l'alias qui permet de colorier la sortie après l'exécution de la commande ls, c'est ça, c'est cette commande-là qui permet lorsqu'on liste justement avec ls, de mettre en couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, on a affecté à l'alias ls la commande ls color auto. Voilà. Donc ça, c'est un alias qui est le chat de base. Maintenant, si je veux en créer un autre, si je veux juste créer un autre alias, par exemple alias euh, bonjour égale echo. Donc echo, ça c'est une commande qu'on verra un peu plus bas qui permet d'afficher du texte. Donc euh, donc euh, echo qui permet effectivement d'afficher du texte. Donc elle est ici cette commande. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de fermer la seconde. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, si je tape bonjour, il m'affiche bonjour. Voilà. Donc alias, ça permet de créer ce genre d'alias là. Par exemple, si je veux faire un autre alias, alias listé égale. Donc évidemment, il faut bien penser à fermer parce que sinon, voilà. Et donc ls. J'applique cet alias qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, il ne faut pas mettre d'espace. Voilà. Il ne faut pas mettre d'espace. Donc maintenant, si je tape listé, ça me fait la même chose que ls justement. Voilà, donc un petit truc auquel il faut faire attention, donc je viens de le découvrir juste à l'instant. Donc il ne faut pas mettre d'espace quand vous utilisez l'alias. Il faut vraiment tout écrire en un bloc. Donc, et il faut penser évidemment à toujours fermer ces apostrophes. Voilà. Donc c'était tout pour la fonction, pour la commande alias. Maintenant, nous avons la commande unalias, donc qui fait le contraire. Donc là, on va regarder les alias qu'on a déjà créés. Et donc, on a déjà ces trois alias là. Maintenant, si je veux supprimer les alias là, bah, il faut juste appliquer la fonction unalias plus le nom de l'alias. Donc là, bonjour et unalias listé. Voilà. Et maintenant, si je rappelle la commande alias, eh bien nous avons les deux alias que j'ai créés qui sont supprimés. Voilà. Donc avec ça justement, vous pouvez avec la commande alias et tout, ça vous permet très rapidement de pouvoir exécuter certaines commandes sans, sans vraiment vous prendre la tête. Donc plutôt que de devoir à chaque fois accéder à un chemin d'accès super loin et tout pour aller rechercher un script spécifique que vous voulez exécuter, vous n'avez qu'à créer un alias. Vous créez un alias, vous lui donnez le chemin d'accès et le nom du script et vous n'avez plus qu'à appeler l'alias au lieu de tout le chemin d'accès plus alias. Voilà, donc c'est très pratique à utiliser
et ça peut être assez cool. Ensuite, vous avez la commande pwd, donc qui donne juste le chemin d'accès du répertoire dans lequel vous vous trouvez. Donc là, nous sommes dans le répertoire dossier. Si je veux le chemin d'accès, là, ça sera le chemin absolu en l'occurrence. Si je tape pwd, ça m'affiche le chemin absolu. Donc je suis dans Home Dave dossier. Voilà. On peut le retrouver ici aussi. Donc ça sert juste à ça. Ça peut être utile. Donc si vous après, vous pouvez en avoir besoin. Bon, comme ça, c'est vrai que comme ça n'a pas l'air super utile, mais ça peut servir. Voilà. Ensuite, vous avez la commande CD. Donc, la commande CD, c'est la fameuse commande qui permet de changer de dossier. Donc, là, si je vais aller dans dossier, voilà. Et donc, ça me permet d'accéder à ce dossier-là. Et si je fais ls, du coup, en l'occurrence, bah, vous voyez que on voit bien que je suis dans ce dossier-là parce qu'il contient tous ces fichiers. Voilà. Si je veux revenir à mon dossier home, donc c'est à mon dossier utilisateur, pardon. Donc le dossier utilisateur, c'est votre dossier, c'est votre espace de travail. Donc ici, le dossier utilisateur ressemble à ça. Et c'est votre espace de travail. Donc si vous voulez aller directement à votre dossier utilisateur, donc vous avez certains raccourcis. Voilà, donc CD ou CD tilde. CD, ça vous permet directement d'aller là. Si vous faites CD tilde, ça marche aussi. Si vous voulez maintenant retourner au répertoire précédent, c'est CD voilà. Et si vous voulez monter d'un niveau, donc aller au répertoire qui est supérieur, en fait, le répertoire parent, voilà, eh bien, on n'avait qu'à faire CD espace de points. Et l'espace là est très important parce que si vous ne mettez pas d'espace, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut mettre bien un espace. Il faut ensuite la commande CP. Donc, CP qui permet de copier un fichier. Donc, là, par exemple, nous allons aller dans le répertoire dossier. Qui est ici. Et nous allons essayer de copier le fichier fichier.txt. Donc, CP fichier.txt. Non, c'est pas là. Et nous allons le copier en lui donnant un autre nom. Donc vous pouvez changer le nom, vous pouvez mettre copie, point, et vous pouvez même changer l'extension si vous voulez. Mais on va pas vous pouvez changer l'extension, mais là on va garder la même extension. Donc si vous voulez changer l'extension, ce sera CP. Et voilà. Donc vous pouvez copier et coller le fichier avec une extension personnalisée, sachant que ce sont dans tous les cas des fichiers texte. De toute façon, donc vous pouvez faire ça. Après, si vous travaillez avec des fichiers qui sont des fichiers un peu spécifiques, donc des fichiers binaires par exemple, je ne suis pas sûr que ça marche. Je n'ai jamais essayé encore, mais ça ne marche pas. Mais avec des fichiers texte, dans tous les cas, ça marche. Vous pouvez changer l'extension autant que vous voulez. Voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser le flag récursif si vous copiez un dossier. Donc, si je crée un nouveau dossier, ou non, on va faire encore mieux. Je vais retourner dans le dossier parent et je vais essayer de copier le dossier 2. Donc, je vais faire CP dossier 2, donc dossier. Donc, il faut toujours terminer le nom d'un dossier par un slash, donc par une barre oblique. Et donc, je copie le dossier 2. Évidemment, il faut mettre l'option récursive. Donc, CPR. Donc, ça sera le dossier à copier et le nouveau dossier. Donc, on peut le renommer aussi. Donc, je vais l'appeler dossier 3. Voilà. Et donc, le dossier 2, il contient ça. Et le dossier 3, il contient ça. Donc, en fait, l'option récursive permet de copier non seulement le dossier, mais aussi son contenu.
Voilà, si vous faisiez juste CP dossier 2, dossier 3, ça vous copierait juste le dossier 2 en dossier 3, mais pas son contenu, pas forcément son contenu, dans tous les cas. Voilà. Donc, à savoir, si vous voulez copier un dossier et son contenu, c'est CP-R pour récursif. Voilà. Ensuite, vous avez la commande RM qui permet de supprimer. Donc, ça permet de supprimer soit un dossier, soit un fichier. Donc, si vous voulez supprimer un dossier, il faut aussi penser à faire récursif pour supprimer le dossier et son contenu. Parce que sinon, je ne sais pas si ça marche. Nous allons tester ça tout de suite. Donc, testons de supprimer le dossier 3 sans l'option récursive. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si nous essayons de le supprimer avec l'option récursive, ça fonctionne. Donc pour un dossier, pour supprimer un dossier qui contient des éléments, il faut toujours le supprimer avec l'option récursive. Voilà. Et pour supprimer un fichier, bah, ça marche juste avec RM, nom du fichier, avec son extension bien évidemment. Voilà, donc bon à savoir évidemment, pensez toujours à utiliser l'option récursive quand vous supprimez un dossier. Donc ensuite, aussi évidemment, il faut faire attention parce que un fichier qui est supprimé avec la méthode, avec le RM, avec cette commande-là, il est difficile à récupérer. Parce que généralement, quand on supprime des dossiers, ils se retrouvent tous dans trash, et donc si vous pouvez les récupérer à tout moment si jamais vous avez supprimé par erreur. Donc là, c'est si vous les supprimez avec l'interface graphique, donc là voilà. Mais si vous les supprimez depuis le terminal avec la commande RM, c'est un peu plus compliqué à récupérer parce que vous voyez le dossier 3 que j'ai supprimé avec la commande RM, il n'est pas ici. Donc je ne sais pas forcément par quel moyen on peut le récupérer, mais dans tous les cas, il est assez difficile de récupérer un fichier qui était supprimé de cette manière. Donc je ne peux que vous appeler à faire attention quand vous utilisez cette commande. Voilà. Donc évidemment, pour supprimer un répertoire avec son contenu, donc vous pouvez utiliser RF ou R aussi, ça marche. Là, vous pouvez supprimer un dossier avec son contenu avec RM-R ou RM-RF. RF, donc le S, ça permet de forcer la suppression. Ensuite, vous avez la commande move, donc move qui permet soit de déplacer un fichier, soit plus étonnant, de renommer un fichier. Donc, par exemple, si on va dans dossier, donc là, ce dossier-là, si je veux le déplacer dans dossier 2, donc je n'ai qu'à faire move text.txt et le nom du dossier. Voilà. Et donc il me le déplace dans dossier 2, ici. Maintenant, si je veux le renommer, tout simplement, donc là, il faut que j'accède à dossier 2. Et ensuite, je fais move text.txt en lorem.txt et il me le renomme. Voilà. Donc, à savoir, donc la commande move permet soit de déplacer un fichier, donc le fichier dans le dossier de destination, soit de renommer un fichier, mais en étant bien évidemment dans le dossier de destination. Donc, vous devez aller dans le dossier, enfin dans le dossier dans lequel le fichier se trouve, pardon. Donc, vous devez aller d'abord dans le dossier dans lequel se trouve le fichier, et ensuite vous appliquez move, nom du fichier et nom du nouveau nom. Enfin, nouveau nom plutôt à donner au fichier. Voilà. Donc là, par exemple, je vais remettre mon dossier, mon fichier là où il était auparavant. Donc je vais faire move. Du coup, il s'appelle plus texte, mais lorem.txt et je vais le déplacer dans dans le dossier. Mais là, du coup, étant donné que je suis dans le sous-répertoire, si je mets juste dossier, je ne sais pas si ça marchera, mais il me semble qu'ici, il faudra mettre le chemin absolu. Ok, ça ne marche pas, donc il faut mettre le chemin absolu. Et donc, ça veut dire qu'il faut tout simplement donner le chemin d'accès là. Donc, pour ça,
Et voilà. Et donc, vous le retrouvez bien à l'endroit initial où il était. Ensuite, vous avez la commande mkdir qui permet de créer des dossiers depuis le terminal. Donc, une commande très basique, quoi. Mkdir dossier. Voilà. Donc, ce dossier-là, évidemment, je l'ai créé dans dossier 2. Et il est là. Voilà. Donc, mkdir, ça permet de créer des dossiers. Voilà, vous pouvez aussi supprimer le dossier que vous venez de créer, donc avec rm dossier, hein, qui ne marche pas parce qu'il faut utiliser l'option récursive. Voilà. Et donc, le dossier qui a été créé a été supprimé. Ensuite, vous avez la commande man. Donc, man, ça permet d'accéder en fait au manuel d'utilisation de chaque commande en fait. Donc, si vous avez une commande, donc vous pouvez les consulter toutes dans bin et yesbin, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez obtenir plus d'informations sur une commande en particulier, donc par exemple, si je veux obtenir plus d'informations sur la commande sudo, bah, je tape man sudo. Et donc, il m'affiche les informations essentielles pour sudo, donc la liste des flags et la description. Voilà, ça vous dit en gros, bon, elle est en anglais, après il faut la traduire évidemment, mais donc sudo permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes en mode super utilisateur. Voilà, donc ce genre de choses là. Donc ça marche aussi même pour avoir aussi accès au manuel de man, donc vous pouvez faire man, et voilà. Donc ça vous permet d'avoir accès au manuel de man, justement de la commande man. Et donc évidemment la plupart des commandes ont un manuel, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc, ne soyez pas étonné si un jour vous tombez sur une commande qui n'a pas de manuel, c'est pas forcément systématique. Voilà. Donc, ensuite, nous avons la commande touch qui permet donc généralement de créer un dossier vide, hein, très clairement. En tout cas, on l'utilisera très souvent pour ça. Donc, touch file. Voilà. Et donc, si je vais voir dans dossier 2, j'ai file.txt qui vient d'être créé. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons la commande chmod, donc qui permet de modifier les droits d'accès à un dossier. Donc là, nous allons revenir à notre dossier 1. Vous voyez ce dossier-là. Ce dossier-là, justement, si on va regarder les propriétés et qu'on regarde les permissions, donc les droits d'accès pour l'utilisateur Dave, c'est-à-dire pour moi en l'occurrence, bah, aucun accès, donc ça veut dire que je ne peux même pas l'ouvrir. Le groupe, donc les groupes, quels que soient les groupes, donc là c'est le groupe Dave, donc c'est en l'occurrence pour moi. Et puis il y a pas mal d'autres groupes, donc voilà. Et vous avez aussi les autres, donc ces autres personnes. Donc les autres personnes ont accès, ont tous les accès, mais moi j'y ai pas accès. Ce qui, j'avoue, est bizarre, mais bon. Là, donc si j'essaie de l'ouvrir, je ne peux pas. Maintenant, comment faire en sorte de modifier les droits de ce dossier-là? C'est très simple. chmod. chmod. Donc là, en fait, chaque numéro correspond à des autorisations spécifiques qui sont résumées dans ce tableau. Donc aucun droit, ça sera 0, exécution seule, ça sera 1, écriture seule, ça sera 2, écriture et exécution, ça sera 3, lecture seulement, ça sera 4, lecture et exécution 5, etc. etc. Et tous les droits, ça sera 7. Donc évidemment, le premier numéro correspond aux permissions pour l'utilisateur, donc pour vous, a priori. Le deuxième numéro donc, correspondra aux autorisations pour un groupe. Et le troisième numéro pour d'autres personnes, pour autres. Voilà. Donc, si vous voulez accorder tous les droits sur un dossier, par exemple, donc là en l'occurrence sous dossier, donc tous les accès à tous les utilisateurs. Donc je tape 777, donc 7 ça veut dire tous les droits pour user, tous les droits pour groupe et tous les droits pour autres. Voilà. Ensuite je tape point slash nom du dossier, donc là en l'occurrence c'est sous dossier. Sous dossier et j'applique. Ok. Ok.
Donc nous sommes dans dossier, dossier 2. Donc non, nous ne sommes pas dans le bon répertoire. Donc on va revenir dans le bon répertoire déjà. Voilà, et donc nous allons réappliquer cette commande-là. Voilà, et donc ça me permet d'accéder maintenant à ce dossier-là. Les droits ont été modifiés. On peut vérifier ça dans les permissions. Donc tous les droits, tous les droits, tous les droits. Voilà. Donc ça, justement, si HMode, ça vous permet de modifier les droits d'accès. Si vous voulez verrouiller des fichiers ou des dossiers spécifiques, justement, vous pouvez le faire grâce à chmod. Et aussi pour rendre un fichier exécutable, vous pouvez exécuter chmod plus x et script. Donc x, c'est ça, du coup. Donc c'est l'exécution seulement. Donc ça correspondrait aussi à chmod 1, 1, 1, chmod 1, 1. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que nous allons essayer pour voir. Sur un fichier. Donc fichier vide. C'est pas la bonne extension. C'est pas la bonne extension. Donc allons recommencer. Voilà. Donc là, c'est juste en exécution seule. Donc si je suis en exécution seule, ça veut dire que je peux ni l'ouvrir ni le modifier. Je peux rien en faire. Si je peux l'ouvrir. Mais je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir. Oui. Bon, ceci dit, il est en exécution seulement. Donc les permissions. Donc il sera considéré comme un programme. Et en l'occurrence, là, bon, si on peut l'ouvrir, a priori, c'est peut-être parce qu'il ne contient rien, justement. Ou alors parce que l'extension est un peu étrange. Mais oui, c'est une extension personnalisée que j'ai créée. Voilà, donc en gros, vous pouvez renommer n'importe quel fichier avec une extension quelconque. Vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, fichier.bonjour, fichier.155, j'en sais rien. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle extension. Et donc, tant que c'est un fichier texte, évidemment. Donc là, du coup, ça permet, chmod 1.1, donc ça permet de considérer ce fichier-là comme un programme. Donc il est rendu exécutable en fait. Mais comme il ne contient rien, bon, il va pas se passer grand-chose quoi. Si je veux maintenant remettre toutes les autorisations, donc vous pouvez aussi varier, hein. Vous pouvez mettre chmod 7, donc ça veut dire toutes les autorisations pour l'utilisateur, 4 et 2 par exemple. Et ensuite le fichier. Et voilà, donc du coup, vous pouvez l'ouvrir en tant qu'utilisateur. Et si vous allez voir dans les propriétés, donc là, vous avez tous les droits. Donc là, c'est lecture seule. Et là, c'est écriture seule. Voilà, c'est le cas 2. Donc c'est tous les droits, 4 lecture seule, 2 écriture seule. Voilà. Donc cette fiche-là sera disponible évidemment en description. Vous pourrez la revoir dans le détail et puis vous pourrez la garder si vous en avez besoin. Voilà, elle est téléchargée, vous pouvez la télécharger, enfin, elle est disponible et tout. Vous pouvez en faire bon usage. Voilà. Donc du coup, pour en revenir à chmod x script, plus x script, ça permet de rendre un fichier exécutable en fait. Donc là, si je tape chmod plus x et le nom de ce fichier-là, avec son extension, bah, ça le rendra exécutable, tout simplement. Et donc, une fois que vous avez créé un fichier exécutable, cette commande-là, enfin, oui, on va l'appeler commande, même si c'est pas vraiment une commande, cette commande-là donc permettra de l'exécuter, tout simplement. Sans plus, hein, ça permet juste d'exécuter. Ensuite, nous avons la commande exit qui permet de quitter le terminal, donc je vais le faire, mais là, bon, évidemment, il y a certaines commandes que je ne testerai pas parce que sinon ça risque de tout arrêter quand même, ça serait pas l'idéal. Donc si je tape exit, je quitte mon terminal. Je peux y revenir, évidemment. Voilà, donc je vais revenir dans mon dossier. Dans mon dossier de base, donc ça. Alors, oui, j'ai le S. Voilà, et nous sommes dans le dossier de base maintenant.
Voilà. Maintenant, nous avons la commande sudo, donc ça permet d'entrer en mode super utilisateur justement, et ça vous permet d'exécuter certaines commandes en mode super utilisateur. Donc on va revenir dans les commandes qui sont réservées au super utilisateur. Et donc, vous avez toutes ces commandes-là et tout. Donc, par exemple, si je tape Apache CTL, Apache, donc c'est ça permet de gérer des serveurs web, etc. Donc si je tape Apache CTL tout seul, ça ne marche pas. Donc ça ne met un commande not food. Pourquoi? Parce que not found. Pourquoi? Parce qu'il va chercher en fait, si on tape pas le sudo, lui par défaut il va aller chercher dans le dossier là. Voilà. Évidemment parce que ça c'est les dossiers pour les commandes utilisateurs classiques. Donc il va aller chercher dans ce dossier là et puis s'il trouve pas, il va se dire bon bah je vais pas trouver la commande et puis voilà. Mais si je tape sudo, non seulement il ira chercher dans ce dossier là mais aussi dans ce dossier là. En fait il cherchera dans les deux. Si je tape sudo. Mais si je tape sudo, il va venir chercher là. Et s'il cherche là et tout, il va trouver celle-ci. Et donc il ne mettra plus cette erreur. Donc je vais réessayer avec sudo et Apache CTL. Et ça marche. Voilà. Donc bon à savoir évidemment, sudo, donc ça permet d'exécuter certaines commandes en mode administrateur. Donc les commandes que vous pouvez exécuter, que vous devez exécuter avec sudo, se trouvent dans sbin ou dans user sbin. Et toutes les autres commandes qui ne sont pas dans ces dossiers-là peuvent être exécutées sans sudo. Voilà. Ensuite, la commande shutdown permet soit d'arrêter votre machine, donc votre Linux. Bon, si vous êtes sous Chrome OS, ça va arrêter tout ce qui tourne avec Linux. Donc, si je l'exécutais à l'instant, ça va arrêter l'explorateur de fichiers qui est ouvert ici. Ça va arrêter ce, ce, ce gestionnaire de fichiers PDF. Ça va arrêter aussi le terminal. Donc, ça va tout arrêter. Donc, je ne vais pas le faire. Et ça permet aussi de programmer des arrêts. Donc par exemple, si vous voulez programmer l'arrêt de votre système Linux à 15 heures par exemple, eh bien vous n'avez qu'à indiquer shutdown et l'heure d'arrêt. Donc ça sera au format 24 heures. Si vous voulez arrêter à l'instant, donc ce sera shutdown no, sachant que vous exécutez shutdown tout seul, il va aussi l'arrêter, mais après un certain temps, ça va pas se faire très vite, quoi. En fait, il va juste attendre que tous les processus en arrière-plan s'arrêtent, etc. Si vous faites shutdown no, il va l'arrêter tout de suite. Et maintenant, si vous voulez annuler aussi une programmation d'arrêt, ça sera shutdown avec le flag-c. Voilà. Ensuite, vous avez la commande htop, donc htop qui permet d'avoir accès au gestionnaire de tâches, en fait, et donc d'arrêter certains processus. Donc c'est le gestionnaire des tâches pour Linux en fait, en gros. Donc nous allons voir ça à l'instant. Voilà. Donc si je tape htop, ça me permet donc d'afficher tous les processus qui sont en cours. Donc à savoir par exemple là nous avons sbin init, systemd, enfin tout ce qui est en cours en fait. Oh. Sachant que là en l'occurrence vous avez du coup le code, donc l'identifiant, voilà. Donc l'identifiant, en fait, à partir de son identifiant, justement, si vous utilisez la commande kill qu'on verra plus tard, plus l'identifiant, ça vous permettra d'arrêter le processus. Bon, le kill est aussi là, donc vous pouvez aussi l'arrêter depuis ici aussi. Voilà. Donc c'est le gestionnaire des tâches, en gros. Pour le quitter, c'est CTRL-C. Voilà. Et bien évidemment, on va l'utiliser, il faut l'installer, donc ça sera sudo apt install. Donc apt, c'est si vous êtes sous un système Linux, Debian ou Ubuntu. Après pour d'autres distributions, nous verrons après les gestionnaires de paquets. Donc apt c'est un gestionnaire de paquets pour Debian et pour Ubuntu. Et pour d'autres distributions, il y a Yum ou Pacman par exemple. Nous verrons par la suite. Donc sudo apt install htop. Voilà, et donc vous l'exécutez, il va vous l'installer. Donc moi en l'occurrence il est déjà installé, voilà, mais vous l'installera. Ensuite, vous avez unzip, donc unzip qui permet de décompresser des dossiers compressés. Donc là, nous avons un dossier compressé qui s'appelle dossier compressé 1.
si j'utilise unzip, qu'il faut installer aussi de la même manière, donc avec un sudo apt install ou sudo plus le nom de votre gestionnaire de paquet install. Et là, ça sera unzip. Et donc, si vous faites unzip, donc, je ne sais plus si c'est unzip ou gzip, mais il me semble que c'est gzip. C'est sudo apt install gzip, autant pour moi. Donc, si vous faites unzip dossier compressé 1.zip, il n'y a pas accès parce que nous ne sommes pas dans le bon dossier. Ok, donc il faut nous rendre dans dossier maintenant, donc cd dossier, et ensuite unzip dossier compressé. En fait, il est pas forcément obligatoire de mettre l'extension. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez juste faire ça et vous le décompressez. Si vous le créez, vous avez le contenu. Voilà. Donc ça sert juste à décompresser des fichiers .zip. Ensuite, vous avez les commandes apt yum pacman. Donc comme je vous disais, c'est des gestionnaires de paquets, donc qui vous permettent justement d'installer certains paquets. Donc là, pour Debian et Ubuntu ou Linux Mint, par exemple, bon, ce sera apt. Donc apt install plus ce que vous voulez installer. Pour Fedora CentOS, ce sera yum. Et pour Manjaro Arco Linux, ce sera pacman. Voilà. Ensuite, vous avez la commande echo. Donc echo qui permet d'afficher du texte dans un terminal. Donc si je fais echo hello, bien pensé à fermer, et bien il m'affiche hello, tout simplement. C'est juste à faire ça, hein, très clairement. Donc si vous voulez afficher le contenu par exemple d'une variable environnementale, donc les variables environnementales pour les afficher, bah, c'est print env. Voilà. Donc ce sont des variables qui sont utilisées dans ce shell en fait, a priori. Voilà, donc vous en avez pas mal, hein. Et donc si vous voulez les afficher justement, vous pouvez utiliser echo dollar et le nom de la variable environnementale. Si vous voulez afficher user, l'utilisateur, vous faites ça. Et ça vous affiche la valeur de cette variable, donc user. Voilà. Donc ça sert surtout à ça. Echo. Ensuite, vous avez la commande cat qui permet de créer, d'afficher et de concaténer des fichiers depuis le terminal. Donc ça, en gros, pour faire simple, ça permet de visualiser un fichier sans ouvrir d'éditeur de texte. Donc par exemple, si nous voulions voir le contenu du dossier lorem, par exemple, donc il faut revenir en arrière et donc on a juste à exécuter cat lorem.txt. Voilà, donc il nous affiche le contenu du dossier lorem.txt. Voilà. Et évidemment, on peut le vérifier aussi comme ça, hein, mais voilà. Donc ça sert juste à le prévisualiser, hein, sans ouvrir, ça n'ouvre aucun éditeur de texte, ça sert juste à voir le contenu, tout simplement. Ensuite, la commande ps permet de jeter un coup d'œil, donc de voir le processus actuel de la session shell. Donc si je fais ps là, voilà, ça m'existe juste le processus. Donc ça sert juste à ça. Ce qui peut être aussi pratique, hein, évidemment, si vous voulez voir ce qui s'exécute en arrière-plan, etc. La commande kill permet d'arrêter un processus. Bon, je ne vais pas l'utiliser non plus, mais ça pourrait se faire. Donc, par exemple, si je voulais ouvrir... on va essayer avec Firefox. À tout à l'heure. Donc, je vais ouvrir Firefox. Bon, le temps que ça s'ouvre, nous allons... Alors, ça ne veut pas s'ouvrir. Bon, très bien. En réalité, donc le kill, en fait, donc c'est ce que nous avions vu dans HTOP et que je vous ai expliqué un peu plus haut. Donc kill, ça permet d'arrêter un processus qui s'exécute en arrière-plan, tout simplement. Voilà, donc en fait, ça sert à ça. Ensuite, nous avons
la commande ping qui permet de tester la connectivité réseau. Donc on va faire comme sur l'exemple, si nous faisions ping google.com, ça nous teste la connectivité réseau. Donc bon, ça peut prendre un certain temps, voilà. Donc, mais pour aller à l'essentiel, en gros, ça permet juste de faire ça. Vous faites CTRL-C pour annuler. Voilà. Ensuite, vous avez la commande Vim ou Nano. Donc Vim, c'est un éditeur de texte dans le terminal, mais certains trouveront que Vim est un peu compliqué à utiliser, donc c'est pas faux. C'est vrai que moi je n'utilise pas souvent Vim, hein. Donc une autre alternative, ça sera Nano. Donc Nano, c'est aussi un éditeur de texte qui est peut-être un peu plus simple d'utilisation. Donc vous avez Nano qui ressemble à ça. Et vous pouvez quitter en faisant CTRL X. Et vous avez Vim qui ressemble à ça. Et donc vous pouvez quitter en faisant Q. Bon, personne ne sait comment quitter. Ouais. Donc comme je vous disais, Vim, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Mais en réalité, ça peut se faire très bien aussi. Voilà. Donc ce sont des éditeurs de texte la plupart du temps. Ensuite, vous avez la commande historique qui vous permet donc de voir toutes les commandes que vous avez exécutées avant. Donc si je tape history, eh bien j'ai la liste de toutes les fonctions que j'ai exécutées jusqu'à maintenant. Là, donc ça peut être utile notamment si vous voulez retrouver une fonction que vous avez utilisée, mais ou une commande pardon, que vous avez utilisée et que vous ne savez plus comment, vous ne savez plus vraiment comment l'écrire, etc. Eh bien vous avez qu'à accéder à l'historique des commandes. Password permet de changer le mot de passe. Donc voilà, si vous voulez changer votre mot de passe, bah, vous tapez password. Enfin, passe WD précisément. Voilà. Donc en l'occurrence, je ne vais rien faire là. Mais ça permet de changer le mot de passe. Ensuite, Swish permet de donner le chemin complet des commandes du shell. Donc, si évidemment vous voulez avoir le chemin d'une commande, bah, vous avez qu'à taper wish et le nom de la commande. Évidemment, après, si la commande n'est pas connue, bon, ça va engendrer une erreur, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez shred, donc shred qui permet de remplacer le contenu d'un fichier. Donc ça le remplace tellement souvent en fait que le fichier est irrécupérable, très clairement. Donc si vous voulez... donc on va créer un nouveau fichier. Donc fichier irrécupérable. Voilà, donc on va y ajouter du texte. Voilà, on va sauvegarder. Voilà. Donc vous avez vu, on y a ajouté du texte. Maintenant, si je faisais shred et le nom du fichier, donc en l'occurrence fichier récupérable.txt, donc pour aller plus vite, je vais le copier-coller. Voilà. Donc maintenant, si vous essayez d'ouvrir le fichier, irrécupérable. Vous pouvez plus rien en faire. Très clairement, les fichiers, voilà, vous pouvez plus rien en faire. Donc le seul, bon ça, voilà, c'est vraiment si vous voulez vous faire un petit kiff et saboter des fichiers, bon, ça peut, évidemment, ça n'a pas forcément comme ça grand intérêt, mais ça peut quand même être très intéressant de savoir ça. Si jamais vous voulez faire en sorte que l'accès à un fichier ne soit plus possible, vous pouvez saboter ce fichier-là. Enfin voilà. Donc c'est bon à savoir aussi. Évidemment, pour supprimer le fichier maintenant, si on n'avait plus besoin, bon, ce sera shred u file to shred. Donc en gros, là en l'occurrence, ce sera shred-u et fichier récupérable.txt. Si je fais ça, voilà, il m'a supprimé le fichier, tout simplement. Voilà, donc ensuite nous avons la commande less qui permet d'inspecter les fichiers. Voilà, donc si je fais less l'orm
.txt, et bien ça me permet d'afficher le contenu du fichier, tout simplement. Voilà, donc du coup on va faire CTRL-C pour quitter. Donc bon, on va quitter, donc là pour quitter en l'occurrence c'est pas CTRL-C, c'est plutôt Q pour quitter. Voilà. Et ensuite, on va passer à la commande suivante. Donc, tail, ça permet d'afficher les dernières lignes d'un fichier texte. Donc, si je veux afficher les dernières lignes du fichier lorem.txt, bah, je n'ai qu'à appeler à la commande tail lorem.txt. Et par défaut, ça nous affiche uniquement les dernières lignes. Par défaut. Voilà. Donc, évidemment, pourquoi là vous allez me dire ça affiche tout le texte? Évidemment parce que si on regarde bien dans le fichier texte créé, je vous ai dit ça affiche les 10 dernières lignes. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, si vous comptez très bien, on aura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça va afficher les 10 dernières lignes. Donc ça veut dire tout ça, très clairement. Mais si je ne voulais afficher que les 2 dernières lignes, par exemple, eh bien, il y a aussi moyen de faire ça. Il faut juste appeler tail-n et le nombre de lignes que vous voulez afficher. Donc là, on va afficher les 2 dernières lignes de lorem. Voilà. Donc les dernières lignes de lorem.txt, c'est celle-là. Where can I get some, etc. Et si vous regardez, on retrouve bien cette dernière ligne. Voilà. Donc la commande id sert à faire la même chose, mais en commençant du coup par les premières lignes. Donc ça affiche les 2 premières lignes si je tape add n5. Voilà, donc même fonctionnement que tail en fait. Ensuite, la commande grep permet de rechercher une expression dans un texte. Donc si je fais grep et je recherche l'expression lorem dans le texte lorem.txt. Voilà. Donc il affiche effectivement à chaque fois qu'il voit un lorem. Et si vous voulez avoir le nombre de fois où vous avez le mot lorem, donc ça sera grep c et donc le mot recherché dans le texte, donc lorem.txt. Voilà, et vous avez 5 fois le mot lorem dans le texte. Enfin, le mot lorem écrit tel quel, évidemment. Donc, on va pas le compter, mais on va pas compter, mais on va faire beaucoup plus simple. On va utiliser CTRL F. Et donc, on va chercher lorem. Et voilà, donc il est là. Après, évidemment, il est un peu partout dans le texte, donc ça nécessite de le chercher, mais on n'a pas le temps de le chercher. Mais en gros, ça vous affiche qu'il y a 5 fois le mot lorem dans le texte. Voilà. Donc si vous voulez compter les nombres de mots dans un texte, ça peut être cool. Ensuite, who am I? Donc ça permet d'afficher le nom d'utilisateur, tout simplement. Voilà. What is, ça permet de donner la description d'une commande en une seule ligne. Donc si je fais par exemple what is sans espace, what is sudo. Voilà. Ça vous donne juste la description de la commande en une ligne. Ensuite, vous avez la commande wc, donc
word count qui permet de compter le nombre de mots dans un fichier texte. Donc du coup, nous allons utiliser cette fonction-là avec le document lorem, wc lorem.txt. Voilà, donc il y a 12 lignes, 507 mots, et le fichier fait une taille de 3069 octets, soit 3 kilooctets en gros. Donc voilà, ça vous donne tous ces résultats-là. Ensuite, vous avez la commande uname qui, en tant que tel, vous donnera juste votre système d'exploitation. Mais si vous voulez vraiment plus d'informations, il faudra taper uname-a pour all. Donc si je tape juste uname, ça vous affiche juste votre système d'exploitation. Bon, Linux, c'est pas folichon. Par contre, si vous voulez avoir plus d'infos, uname-a, ça vous permettra donc d'afficher le système, sa version, puis tout un tas d'autres informations. L'architecture, donc c'est 64, voilà. Vous avez ensuite la commande neofetch, donc neofetch, il faut aussi l'installer, donc sudo apt install neofetch, voilà. C'est pour évidemment ceux qui seront sous des distributions basées sur Debian, mais pour les autres distributions, ça ne sera pas apt, ça sera yum ou vous l'aurez compris, voilà. Et donc, une fois que vous avez installé, donc neofetch vous permet d'avoir accès aux informations de votre système. Et je pense que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser neofetch que d'utiliser uname, très clairement. Voilà, uname, ça vous donne toutes ces informations-là, le système d'exploitation, la version du noyau, ça vous donne beaucoup d'informations qui peuvent être utiles. Voilà. Donc vous avez le nombre de paquets que vous avez, etc., etc. Donc ça peut être cool. Ça vous donne le thème, donc le thème que j'utilise pour mon gestionnaire de fenêtres, les icônes, le terminal, etc., etc. Voilà, c'est tout un tas d'informations qui peuvent être utiles. Ensuite, vous avez la commande find qui permet donc de chercher selon certaines conditions évidemment. Donc si vous voulez par exemple chercher si vous voulez chercher un fichier qui se nomme je sais pas moi long.txt dans votre dossier par exemple, vous tapez selon ces architectures là, enfin selon cette construction là pardon. Donc par exemple là je vais chercher dans le répertoire dossier, je vais rechercher texte.txt. Je ne sais pas s'il existe ou pas. Peut-être qu'il y est ou pas. Voilà, donc text.txt évidemment. Mais avant, je dois faire find ceci, name. Et maintenant, je dois mettre tout ceci sous entre guillemets. Et une fois que c'est fait, on l'exécute. Et il ne nous a rien trouvé, ça veut dire qu'a priori, on n'aurait pas de text.txt. Donc on va vérifier. Donc là, il n'y a pas de text.txt. Là non plus. Là non plus. Voilà. Donc il a cherché, il n'a rien trouvé. Maintenant, si on veut modifier et qu'on mette par exemple a.txt, donc sachant que ce fichier-là existe, voilà, il nous l'a trouvé, donc il nous donne le chemin d'accès. Donc c'est dans dossier, dossier compressé a.txt. Alors dossier compressé, on l'a trouvé. Voilà. Donc ça sert juste à rechercher certains fichiers, ça peut être pratique. Voilà. Et enfin, la dernière commande que nous verrons aujourd'hui, c'est la commande wget qui vous permet de télécharger des fichiers depuis en donnant un URL, très clairement. Donc là, si on veut par exemple télécharger, là nous sommes dans le dossier justement. Le dossier qui porte le nom dossier, évidemment. Voilà. Donc si vous voulez maintenant télécharger un fichier depuis cette adresse-là, vous utilisez la commande wget. La commande wget et ensuite vous donnez l'URL. Et donc, ça va vous le télécharger. Ça ne l'a pas trouvé. Alors, effectivement, j'ai oublié de copier la dernière lettre. C'est normal que ça ne marche pas. Donc, je vais recommencer. Voilà, donc là on a tout. Et donc, il nous l'a téléchargé et il est là. Cookies.py. Vous voyez, c'est bien ça, ce dossier.
c'est bien ce fichier-là qui a été téléchargé, il est ici. Voilà. Et voilà, donc on a fait un tour rapidement de toutes les commandes qu'il y avait à savoir. Voilà, donc cette fiche là sera disponible évidemment en description. Vous pourrez la consulter et revoir un peu toutes les commandes avec des exemples pour certaines, etc. dans le détail. Et évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et vous aura aidé. Et j'espère évidemment que nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo.